Après l'épisode 4 qui fut grandiose, les épisodes 5 et 6 marquent le retour au calme. Un calme certes relatif. Mais tout comme la Reine des Noirs qui trépigne à l'idée d'entrer en scène, notre patience sera récompensée. Salut et bienvenue sur Anakaland. On se retrouve pour les épisodes 5 et 6 de la nouvelle saison de House of the Dragon. Et comme toujours dans ces cas-là, vous pouvez naviguer entre les épisodes grâce au chapitrage de la vidéo. En effet, la semaine dernière, j'ai enchaîné les boulettes. J'ai enregistré la vidéo, mais uniquement le son et pas l'image. Je m'y suis donc remis et cette fois, c'était l'image sans le son. Décidément, c'était pas ma journée. Donc j'ai pris ça comme un signe qu'il était vital pour moi de faire une petite pause après ce mois de folie et mon retour de Japan Expo. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous n'aurez non pas une, mais bien 2 reviews d'épisodes à vous mettre sous la dent. Et tant qu'on y est, si vous voulez montrer votre soutien au travail accompli ici, et ne pas manquer les prochaines sorties sur la chaîne, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo. C'est vraiment important pour le référencement, mais vous connaissez la chanson. Donc 2 épisodes qui, en effet, sont à nouveau très calmes, comme le début de la saison 2. Des épisodes d'exposition, des nouveaux paradigmes et de transition vers le plus fort de la danse des dragons. Mais en dehors d'un titre d'épisode 5 pas assez puissant à mon goût, on est à nouveau sur du très grand House of the Dragon. J'en ai entendu dire qu'il ne s'est pas passé assez de choses dans cet épisode. Mais en vrai, c'est ça House of the Dragon. On n'est pas sur une histoire aussi épique avec autant d'action que l'était Game of Thrones, qui bénéficiait surtout d'un montage et d'un agencement des diverses intrigues de nombreux personnages qui permettaient de redistribuer l'épique de façon homogène. Là, on est sur un récit politique ultra premium, avec des intrigues et des enjeux surtout humains. Certes, on a la chance d'y voir quelques dragons se défoncer la tronche, mais c'est encore simplement un détail de l'histoire. C'est le lien entre les divers personnages qui fait le sel d'House of the Dragon. Et les plus impatients auront très vite de quoi se mettre sous la dent lorsque nous serons vraiment dans le conflit. Ici, ce n'est encore que les balbutiements. Et quel balbutiement! Du grandiose, toujours avec une réalisation géniale et une ambiance à la fois sombre et prenante rendue possible grâce au production design parfaite, et notamment une photographie magnifique. Côté effets spéciaux, ça reste malheureusement le petit point faible de cette saison, par moments, de très rares moments. Et la musique, quant à elle, ce n'est toujours pas la panacée. J'ai beau tendre l'oreille, rien d'aussi prenant que dans GOT ou même la première saison. Et puis de toute façon, en vrai, le simple fait de devoir tendre l'oreille pour entendre la musique de Ramin Djawadi n'est pas bon signe. Même si, dans l'épisode 6, j'ai enfin pu la percevoir sans avoir à la chercher. L'épisode 5 est donc intitulé Régent, un titre plutôt évident et pas très puissant, mais que je nommerai plutôt Ambition, car ce sont bien les nombreuses ambitions de tous les personnages qui se cristallisent ici, et qui entrent véritablement dans la lumière. Que ce soit évidemment celle d'Aemond ou d'Aemon, mais aussi celle de Rhaenyra qui souhaite être une reine à la hauteur, et même à la hauteur d'un homme. Tout comme Alicent, dont les ambitions sont cette fois-ci arrêtées net, ou encore Criston Cole, impatient d'avoir sa vengeance et de réduire la famille de Rhaenyra en cendres. Mais également Jaehaerys, Bella et bien d'autres par la suite, comme les frères Adam et Alan. Donc cet épisode que j'avais appelé Ambition, avant d'en avoir le titre officiel apparaître sur Max, car oui je trouve ça très bizarre quand même que chaque semaine le titre des épisodes ne soit pas disponible dès la sortie de chacun d'eux le matin. Mais bref, un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui certes fait retomber la pression après l'épisode 4, mais qui soulève encore et toujours des enjeux intenses. L'épisode commence avec les conséquences directes de la mort de Rhaenys, la reine qui ne fut jamais, et qui du coup ne sera jamais. On voit tout d'abord Corlys pleurer sa femme près de son trône de bois flotté à Driftmark, affirmant, avec un autre événement qui arrivera plus tard dans l'épisode, que son grand retour est pour très bientôt sur le devant de la série. Et il était temps. Et surtout, on voit le cortège ramenant le roi Aegon à Port-Réal, et présenter la tête de Meleys comme une preuve que le roi est tout-puissant, capable de vaincre des dragons. Sauf que bien sûr, ce n'est pas lui qui l'a vaincu, même si là, rien d'anormal à adapter le récit à la propagande gouvernementale. Car son dragon, Feu du Soleil, lui, apparemment serait bien mort. Ou en tout cas, Criston parle d'agonie. Et le roi, bien que toujours vivant, est vraiment dans un sale état. Aemond sera même celui qui par la suite va lancer comme ça au cas où que quelqu'un va devoir régner à sa place. Alors que pourtant, ensuite, lors du conseil restreint, il ne va pas dire un mot. Maintenant qu'il a lancé l'idée, il laisse la suggestion faire son chemin. Et bien sûr, même si Alicent tente de s'imposer comme régente, c'est le jeune prince Aemond qui va tirer son épingle du jeu. Les conseillers, tous des hommes, ne veulent pas d'une femme au pouvoir. C'est entre autres la raison pour laquelle ils rejettent Rhaenyra. Et même Larys, qui s'était présenté comme un véritable allié de la reine douairière, va maintenant prendre le parti d'Aemond. Il a eu ce qu'il voulait d'Alicent, puis d'Aegon, devenant de plus en plus puissant à la cour jusqu'à devenir le maître des chuchoteurs, avec sa méthode de fouille-merde dont j'ai déjà parlé. Mais à présent, il soutient le nouveau seigneur qui siège sur le trône de fer. Décidément, lui s'est toujours divisé pour mieux régner, nous prouvant aussi que sa loyauté n'a pas beaucoup de valeur. Et donc, quand Aemond est désigné régent et qu'il prend la boule de marbre pour prendre sa place sur le siège du roi, on peut presque voir son petit kiki tout dur tellement il est heureux.
Alicent, qui assiste impuissante à ça, va même tenter de demander le soutien de Criston Cole. Mais lui, il baisse la tête, tout penaud qu'il est, et il valide finalement la prise de pouvoir du dragonnier de Vhagar. Criston décide donc de cacher les actes de trahison d'Aemond, sa tentative de meurtre sur son frère, car Criston est aussi traumatisé par la violence des dragons. Il a peur, il se chie littéralement dessus, il a assisté à la puissance des dragons et s'est bien rendu compte que les hommes, aussi courageux soient-ils, ne sont rien face à ces merveilles de la nature. Il parle même de victoire au tout début lors du défilé, et même à Alicent alors que le prix a été monstrueux pour gagner un tout petit château. Sinon, j'ai aussi souri quand il se la joue et appelle la reine par son prénom, Alicent, pour la remettre à sa place. Mais elle qui lui dit « je t'ai pas autorisé à m'appeler par mon nom », ça m'a fait rire. Par contre, il a l'autorisation de la sauter, mais c'est sûr que c'est moins intime. Et c'est alors qu'Aemond s'assoit sur le siège en bout de table qu'Alicent comprend ce qu'elle a fait. Elle est responsable de tout ce qui se passe sous ses yeux. Déjà, la cause des femmes refait plusieurs pas en arrière, alors que permettre à Rhaenyra d'accéder au trône aurait été ce qui se ferait de mieux pour le féminisme à Westeros. De plus, elle est consciente de la dangerosité de son fils Aemond, tout comme elle l'était pour l'imbécilité d'Aegon. Ici, elle sait que celui qui vient d'accéder au trône, ou presque, représente peut-être le plus grand danger pour leur royaume. La reine douairière doit donc assumer les véritables coûts de ses actes. Elle a mis un idiot incompétent sur le trône, provoquant une guerre dévastatrice. Et maintenant, c'est Aemond, le monstre, qui est au pouvoir. Ce qui certes pourrait mener à une victoire des Verts, mais à quel prix? On est sur le même niveau de crainte que pouvait représenter Daemon sur le trône, à l'époque de Viserys. Et ce n'est donc pas pour rien qu'il est l'idole du nouveau régent. Et le roi Daemon, comme il aime de plus en plus à se faire appeler, nous offre notamment dans cet épisode une séquence vraiment dégueulasse. Une scène de cul, comme il y en a beaucoup, mais avec sa propre mère. Et là, ça va un peu trop loin. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment le sexe qui est important ici, mais plutôt la symbolique. Son ambition, sa soi-disant légitimité, est confirmée par les paroles de sa mère, qu'il n'a jamais eu la chance de connaître en plus. Donc un impact bien plus fort encore. De plus, le fait qu'Alice va presque lui parler à demi-mot de sa mère et de cette vision pourrait nous laisser penser que c'est elle qui provoque ces hallucinations. Mais revenons un peu en arrière. Au début de l'épisode, Daemon jouait des mécaniques sur son dragon pour tenter de faire rentrer les Bracken dans le rang. Et la maison au cheval rouge sang tient bon face à la menace, même celle d'un dragon. Jamais ils ne s'associeront au Nerbosque. Surtout qu'en plus, les menaces de Daemon étaient vaines, il n'en fera rien car il veut ses hommes dans son armée, et pas mort. Il va donc convaincre le seigneur Nerbosque de changer de méthode, tout en lui précisant bien que la couronne ne pourra pas être associée à ce genre de choses. Sauf que le crétin, bien sûr, va utiliser et brandir l'étendard targaryen lors de ses attaques et ses massacres d'innocents. Des actions barbares qui vont finalement être contre-productives. Ok, les Bracken ont cédé, mais tous les autres seigneurs voient Daemon comme le véritable responsable, à juste titre, et refusent donc de se joindre à lui. Donc Daemon fort bien son coup pour lui et ses propres ambitions, mais cela ne facilitera pas non plus le travail pour Rhaenyra. De son côté, à Port-Réal, le peuple va mal. Le blocus Velaryon sur la baie prive la capitale de ressources et de nourriture, et la populace se meurt. On retrouve notamment le forgeron, et ça c'est plutôt cool. Au-delà de simplement introduire ce nouveau personnage, au grand destin à venir, ces séquences nous offrent également un aperçu de la vie du peuple de Port-Réal. Et cette toute nouvelle précarité, associée aux fausses promesses du roi Aegon, plus ses actions irréfléchies qui ont coûté la vie aux chasseurs de rats par exemple, dont les cadavres pourrissent encore dans la rue, et la maladie qui commence à se propager sont un nouveau coup dur pour les citoyens. De plus, pour le peuple, la mort de Meleys est un mauvais présage. Ces créatures que les petites gens prennent pour des dieux, des êtres tout-puissants, s'avèrent finalement être mortelles. Et en plus, c'est un roi en qui ils n'ont aucune confiance ou aucun amour qui est désigné comme responsable. Donc le peuple a peur et commence à se dire que Rhaenyra ferait une meilleure souveraine. De son côté, Rhaenyra justement voit les limites de sa condition de femme, tout comme Alicent. Son conseil ne lui fait pas vraiment confiance en matière de guerre. Ses seigneurs disent la respecter et vouloir la mettre sur le trône, mais pourtant elle n'a pas son mot à dire concernant les plans de bataille. Car, après tout, elle n'est qu'une femme. Elle tentera donc de s'émanciper de la force de Daemon, son mari, alors que tous demandent justement après lui pour prendre les choses en main. On la voit même regretter sa position de fille, alors qu'elle devait remplir la coupe de son père lors des conseils restreints, là où elle aurait pu apprendre le combat et la stratégie si elle avait été un garçon. Elle souhaite donc, à présent, faire preuve de sa propre force, que ce soit la sienne qui devienne source d'inspiration et de respect. Et ce, autant pour le peuple que pour ses seigneurs, et non pas celle de son mari ou de son dragon. Puis, lors d'une discussion avec Mysaria, justement sur le grondement du peuple, enfermé dans Port-Réal, et sur les intentions cachées de Daemon, la maîtresse des chuchoteurs dit qu'il y a bien des façons de mener une guerre, et que Rhaenyra doit déléguer une partie de sa charge, annonçant donc un plan très ingénieux. Ce qu'elle va faire laissant au Ver Blanc et à une de ses servantes faire ce qu'elle semble judicieux. La suivante va se rendre à Port-Réal pour une mission encore inconnue, mais assurément des plus intéressantes, même si on sera clairement sur un autre registre que celle de sang et fromage.
De plus, dans l'espoir de reprendre la main sur la guerre, il faut à Rhaenyra s'assurer la fidélité de Daemon. Ce qui n'est pas gagné, lui qui se voit plutôt sur un pied d'égalité avec elle, il souhaite s'emparer du trône et inviter Rhaenyra à le rejoindre. L'ego du prince est donc sans limite. Mais après son échec à rassembler les seigneurs du Conflent, l'espoir n'est peut-être pas perdu pour Rhaenyra. Surtout que Alice Rivers, la nouvelle amie de Daemon, ne partage pas sa cruauté. Comme elle le dit, ce sont les innocents, les femmes et les faibles qui souffrent de la quête de pouvoir des puissants. Donc on est bien ici sur un épisode qui marque le recul de la cause des femmes à Westeros. De plus, Alice fait régulièrement des allusions à Rhaenyra, comme si elle souhaitait le ramener vers elle. De plus, à son sujet, Alice croise à un moment le seigneur Simonfort qui la regarde d'une manière un peu étrange, entre effroi et mépris. Au début, j'ai pensé qu'il ne la connaissait peut-être pas, ce qui était bizarre, ou alors qu'il ne voulait surtout rien avoir à faire avec elle. Et je pense que ceci sera développé plus avant dans la suite de la saison. Et donc Rhaenyra décide d'envoyer un de ses conseillers, celui qui casse bien les couilles à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais qui lui reste malgré tout fidèle, le sir Alfred Broom, jusqu'à Harrenhal pour discuter avec Daemon de ses véritables ambitions et de son plan d'action, et donc de le ramener dans le sillage de sa reine. Reine qui confie pour message direct qu'elle souhaite terminer leur précédente conversation. Et donc celle qui a précédé le départ de Daemon, celle dans laquelle on a vu que Rhaenyra avait un peu peur de son mari, et surtout qu'elle ne lui fait pas totalement confiance. Et qui s'était terminé avec ce doute qui rongeait le cœur de Rhaenyra. Lui sera-t-il un jour fidèle? Est-il prêt à accepter la décision de son frère, Viserys, de la désigner en tant qu'héritière? Et toujours chez les Noirs, tout d'abord, Baela et Rhaenyra se recueillent sur la mémoire de Rhaenys, avant que la reine ne désigne officiellement Corlys comme sa main. Une nomination qui a vraiment tardé mais qui semble plutôt évidente, même si Rhaenys aurait aussi fait une superbe main elle aussi, avant son crash mortel bien sûr. Sinon, Baela et son cousin, demi-frère, futur époux nous ont encore offert quelques beaux moments de complicité, comme plus tôt dans la saison. Ils se comprennent et se complètent, ils sont complices et soutiennent les décisions l'un de l'autre. Et alors que Baela va remettre son nouvel insigne à son grand-père, encore à la marque, Jaehaerys, lui, va se rendre aux jumeaux pour renforcer l'influence de son camp. Baela voue clairement une véritable admiration à son grand-père, aventurier, guerrier et même sage, mais alors que lui souhaite la désigner comme son héritière, ceci faisant suite à la conversation entre Corlys et sa femme dans l'épisode 3, Baela refuse respectueusement. Elle explique qu'elle est de sang et de feu, en véritable Targaryen, en maître dragon, et que la marque doit rester au sel et à la mer. Donc possiblement à Rhaena, sa sœur sans dragon, ou l'un des bâtards de Corlys, qui sait. Rhaena qui d'ailleurs elle aussi fait une petite apparition dans l'épisode. On la retrouve non pas à Pentos comme on l'aurait imaginé, mais aux Airiers. Citadelle imprenable et donc un excellent endroit pour y cacher et protéger les trois petits princes. Mais évidemment, ça ne sera pas si simple. La conversation avec la lady qui les accueille laisse présager une attaque de dragon. Probablement pas pour tout de suite, mais dans un avenir plus ou moins lointain. Car, comme elle le dit, ce ne sont pas les deux bébés dragons qui vont leur servir de protection. Bref, et donc Jace se rend aux jumeaux pour parlementer avec les Frey. Tout d'abord, on remarque que comme leurs descendants, et notamment Walder, les hommes Frey sont de petits êtres soumis et sans envergure, et notamment envers leurs femmes, et surtout qui convoitent toujours plus que ce qu'ils sont capables d'assumer. Ici, c'est bien sûr la Lady Frey qui parle pour son mari, genre tais-toi et mange, et elle exige bien sûr la forteresse d'Harrenhal. Décidément, ce château en ruine est et restera l'objet de la convoitise de tous les seigneurs du Conflent. Et oui, certes c'est plus les terres qui l'entourent que le château lui-même qui faisait sa convoitise dans Goth, mais tout de même, ce château maudit en aura fait couler du sang et de l'encre. Jaehaerys est donc finalement enclin à le leur accorder, à condition que les Frey ne mettent un genou à terre pour sa mère. On retrouve ici un gimmick de Daenerys, le fameux bain de nid, qui devient donc déjà la marque des reines Targaryens. Très rapidement aussi, entre les respirations d'agonie du roi Aegon qui demande sa maman et les larmes d'Alicent, on voit dans une très belle séquence Aemond qui se tient devant le trône de fer. Il ne monte pas ses marches, ni ne s'assoit dessus, car il n'en est pas encore le légitime possesseur, il n'est que régent, mais ça ne saurait tarder, son ambition est claire et il fera tout pour y parvenir. Une pensée à laquelle sa sœur, Helaena, qui surgit soudain, va expliciter avec sa question. Cela en valait-il la peine? Une reine donc toujours très perspicace au milieu de son apparente folie. Mais une question à laquelle Aemond se retiendra bien de répondre, car ce n'est pas encore fini. Et très loin de là, car enfin Rhaenyra a un nouveau plan, une stratégie qui lui vient finalement de son fils, qui s'avère vraiment être tout l'inverse d'Aegon. Et ce plan est le suivant, alors que Rhaenyra est prête à elle-même se lancer dans la danse des dragons, qui malheureusement n'aurait pas beaucoup plus de chance contre Vhagar, Jace lui suggère de trouver de nouveaux dragonniers pour les dragons qui peuplent les souterrains de Père Dragon. C'est donc enfin le temps pour les graines de dragon et autres vagues descendants du sang et du feu d'entrer dans la partie. Une part du récit que j'ai vraiment hâte de découvrir. Mais là encore, il ne reste que peu d'épisodes, donc ça ne sera sûrement vraiment détaillé que dans la saison 3. To claim a dragon
You must also be prepared to die. Passons donc naturellement à l'épisode 6, sorti ce matin et dont le nom n'est toujours pas dispo au moment où j'enregistre. Décidément, c'est chiant. Mais je vous le mets ici s'il est visible au moment du montage. L'épisode commence avec l'immense armée Lannister qui fait enfin son apparition. En route pour Harrenhal, mais faisant d'abord une halte dans un château de l'Ouest. Et quel culot de la part du deuxième frère Lannister d'exiger la présence d'Aemond et Vhagar pour avancer sur la forteresse tenue par Daemon. Mais en même temps, on avait déjà eu un aperçu de son orgueil, et tout ça quand il avait tenté de faire la cour à Rhaenyra en première saison. Une exigence qui va bien sûr mettre Aemond, maintenant régent, en colère, et qui le poussera peut-être à ne pas intervenir en temps voulu. Et alors qu'il exige l'avancée des troupes Lannister, il va également ordonner à l'autre frère, Tyland, un de ses conseillers, de se rendre à Essos pour faire alliance avec la Triarchie contre le Blocus Velaryon. Blocus qui, j'y reviens plus tard, a déjà fait son œuvre, et continue d'affaiblir le pouvoir des Verts sur la capitale. Sauf que la Triarchie a toujours été une ennemie de la couronne déjà du temps de Viserys. Donc une alliance du pire, évidemment, digne de la folie des grandeurs d'Aemond. Même si, en vrai, on pourrait y voir de la grande stratégie. L'ennemi de mon ennemi, tout ça. Mais il est clair que les conséquences de cette alliance pourraient être bien pires que le blocus lui-même. Et en réponse à cet ordre, les conseillers vont plutôt tenter de détourner le sujet sur les Greyjoy, eux aussi de grands marins comme on le sait tous. Et l'un d'eux va même proposer de marier la reine Alicent à un Greyjoy. Mort de rire. Elle deviendrait elle aussi une pouliche juste bonne à marier. Et l'ultime affront à la reine douairière et au féminisme, après avoir refusé d'être marchandée, elle se fait exclure du conseil restreint par son fils. Ici, en ce début d'épisode, on voit Aemond enchaîner les mauvaises décisions. Jusqu'à plus tard où il refait enfin preuve de son esprit affûté. Aemond va vraiment tenter d'apaiser les choses et surtout de reprendre le contrôle, et ce de façon plutôt clairvoyante, en souhaitant par exemple remettre son grand-père Otto au poste de main du roi, un poste qu'il n'aurait jamais dû quitter si les Verts ne veulent ne serait-ce qu'une chance d'envisager la victoire. C'est donc bien Aemond qui prouve encore que malgré la fougue de sa jeunesse et sa soif de gloire et de sang, il n'en reste pas moins le plus intelligent de la bande des usurpateurs, ou en tout cas le moins stupide. Tout comme face à Larys, qui n'est décidément pas digne de confiance. Aemond a beau être ambitieux, il n'est pas si bête, il voit clair dans le jeu de Larys. Et le maître des chuchoteurs, après avoir apporté son soutien à Aemond contre sa mère, et maintenant que le poste de main lui a été refusé, il revient auprès du roi Aegon pour lui murmurer à l'oreille, et attiser sa peur et sa colère contre son frère, le régent. Ici, on notera également que le roi, bien qu'il ait dit à son frère qu'il ne se souvenait de rien concernant la bataille du repos des Freux et sa blessure, se souvient très bien de ce qui lui est arrivé. Dès qu'il se réveille, avec son frère à son chevet, il panique et tente de fuir. Ce qui bien sûr lui est impossible, mais il a peur. Il sait que son frère veut son trône. Et c'est sur ces plaies brûlantes que Larys va pouvoir insuffler son venin. Toutefois, contre toute attente, Aemond a quand même un geste inattendu pour son frère, qui pourrait presque passer pour bienveillant. Il lui confie sa boule de marbre, celle de la table du conseil, comme pour lui dire que finalement, il ne fait que lui garder la place. Serait-ce des regrets, Aemond? Non, pas toi, ça ne peut pas être si simple. Puis, de son côté, Daemon qui fait toujours défaut au camp des Noirs, qui est de plus en plus hanté par ses visions, et ce, presque au point d'en devenir fou. À présent, c'est au tour de Viserys de faire son apparition dans ses rêves. Tout comme de son vivant, il lui reproche son manque de respect, de soutien et d'amour. Il lui reproche son ambition et le tourmente pour ses mauvais choix. Sous cette pression incessante, Daemon va presque s'en prendre à Simon Fort, son hôte pensant qu'il est coupable de ses tourments. Alors que, rappelez-vous, il a bu les potions d'Alice sans même savoir qui elle était. Et en parlant d'Alice, elle réussit encore une fois à contenir la fougue de Daemon. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Harrenhal sur Caraxès, pour faire je ne sais quelle folie probablement, elle le tempère et lui demande de patienter seulement quelques jours, et que ses problèmes seront réglés d'ici 3 jours. Et en effet, le vent tourne assez vite. S'est-il réellement écoulé 3 jours? Pas sûr, sinon le seigneur messager de Rhaenyra serait peut-être déjà sur place, mais Simon Fort vient alors annoncer à Daemon une triste nouvelle, qui en est plutôt une très bonne pour lui. Le vieux seigneur Tully est mort. Assurément des suites de sa maladie, n'est-ce pas? Surtout qu'on apprend que leur meilleure guérisseuse, Alice Rivers, tiens donc, était à son chevet pour tenter de le sauver lorsqu'il a passé l'arme à gauche. Donc les paroles d'Alice à Daemon étaient autant une prédiction du futur qu'une promesse qu'elle allait faire ce qu'il fallait. Ce qui fait d'elle de moins en moins une sorcière, mais simplement une femme habile et compétente. Et puis bon, en vrai, on s'en fout, tant que le boulot est fait. Donc c'est le jeune seigneur Oscar Tully, que Daemon avait déjà fait entrer dans le rang, qui va hériter du titre de seigneur du Conflans. Et enfin, Daemon aura son armée pour défendre la forteresse noire. Et rapidement, avant de passer à ce qui nous intéresse vraiment, du côté des Noirs, on voit rapidement Rhaena dans le Val, qui semble finalement n'être qu'une étape avant d'aller à Pentos, qui découvre surtout la présence d'un grand dragon sauvage vivant dans le Val. Serait-ce un teasing du futur destrier de la jeune Rhaena, qui n'aurait pas eu d'autre dragon plus tôt car c'est un autre bien plus particulier qui lui était destiné? Pas sûr.
Et donc la suite directe de la prise de conscience de Rhaenyra à la fin de l'épisode précédent. Avec le soutien masculin de sa nouvelle main, elle va tenter de faire d'un de ses lointains cousins un dragonnier. Et le premier sur sa liste, celui qu'elle considère comme son plus proche parent, sur le papier, n'est autre que Sir Stéphane Sombrelin, son fidèle garde royal. Et alors que tout son conseil panique, affirmant que cela est impossible, parlant là encore de la divinité des dragons, le chevalier, lui, est prêt à tout tenter pour sa reine. On retrouve donc plus tard la petite troupe dans les caves de Père Dragon. La reine assiste à la rencontre entre Sombrelin et le dragon Fumée des Mers, celui de feu son mari, Lénore. Et ici, la séquence était vraiment puissante. On voit d'abord le chevalier refouler sa peur pour parler au dragon, et le soumettre. Puis Fumée des Mers qui semble accepter son nouveau dragonnier, se mettant en position pour que Sombrelin grimpe sur son dos. Mais alors que le garde royal s'approche et fait preuve de vantardise et d'orgueil, disant qu'il a réussi, le dragon recule et lui crache son feu dévastateur. Ici, on pourrait croire que le dragon était effectivement prêt à accepter Stéphane comme nouveau dragonnier, mais qu'il a changé d'avis face à sa grosse tête. Mais je pense qu'il n'en est rien. Déjà, on a appris de Rhaenyra qu'il se languit d'un dragonnier. Et donc Fumée des Mers nous montrait simplement qu'il était prêt à accepter un nouveau dragonnier, mais pas forcément celui qu'on lui avait choisi. Raison pour laquelle, plus tard dans l'épisode, il va carrément se rendre de lui-même face à celui qu'il a choisi. Celui qui n'arrêtait pas de le mater, de loin, depuis le début de la saison. Adam, fils bâtard de Corlys Velaryon. Et ça, pour le coup, comme je le disais plus tôt, j'avais vraiment hâte de le voir. Même si là encore, la série nous fait patienter pour le prochain épisode, avec le réel dénouement de cette histoire. Et sinon, pour finir avec les fils bâtards de Corlys, chose qui nous est d'ailleurs vraiment confirmée seulement dans cet épisode, c'est tout d'abord marrant de voir qu'à chaque fois que Corlys offre une promotion à un membre de sa famille, il se voit d'abord imposer un refus. Bella dans l'épisode 5, puis Alan maintenant qui refuse de devenir son officier sur son navire. Même si, il finit bien sûr par céder au commandement de son seigneur. Puis on a surtout droit à une scène à la fois banale mais très importante entre les deux frères, Alan et Adam, qui parlent donc de leur enfance dans l'ombre du château de Lamarck, confirmant à ce moment leur lien de parenté avec Corlys. Et on comprend aussi pourquoi Alan, contrairement à son petit frère qui arbore de magnifiques dreads, celui-ci a opté pour la boule à zéro, car ses cheveux sont blancs, comme ceux de leur père, trahissant donc de façon évidente un lien de sang. Et enfin, Rhaenyra, avec l'aide de Miss Arya, tente de déstabiliser l'autorité des Verts. La mission de la servante, en fin d'épisode 5, était donc de pousser les prostituées, et notamment une maquerelle, à diffuser la rumeur selon laquelle la noblesse du Donjon Rouge festoie et se gave pendant que le peuple meurt de faim. Ce qui fonctionne très bien et très vite tant le peuple a faim. On retrouve notamment l'une des graines de dragon, le demi-frère de Daemon et Viserys, au bar en train de se plaindre. Et encore une fois, à prendre le parti de sa nièce Rhaenyra sans qu'on ne lui ait rien demandé. Rappelez-vous sa première apparition au bordel, il soutenait déjà la Reine des Noirs. Puis très vite, la seconde phase du plan de Miss Arya est mise en place, tel un coup de grâce pour la famille royale. Des bateaux avec la bannière au dragon rouge sur fond noir accostent en pleine nuit sur les côtes de la ville, chargés de vivres pour le peuple. Ainsi, Rhaenyra prouve sa bienveillance et son pouvoir en nourrissant son peuple quand les Verts, pourtant sur le trône, ne le peuvent pas. Et tout va très vite. Même si des soldats sont dépêchés sur les plages pour contrôler la foule, le peuple s'est déjà emparé de cette nourriture qui leur faisait tant défaut. Et la rumeur s'est répandue encore plus vite. Nous offrant alors un petit moment presque nostalgique de Game of Thrones, avec les deux reines, Alicent et Helaena, qui doivent fuir pour leur vie dans les rues de Port-Réal. Une vibe évidente de la foule qui se déchaînait sur Joffrey et surtout Sansa dans la série mère, mais qui ne va malheureusement pas aller plus loin. Pour nous spectateurs, mais heureusement pour les deux femmes. On apprend aussi, étonnamment, que le père d'Alicent, Otto Hightower, a disparu des radars. Personne ne semble savoir où il se trouve, ce qui signifie probablement que lui aussi prépare une dinguerie, ou alors qu'il est simplement en train de tenter de mater la rébellion de la Maison des Essaims, qui s'est rebellée après la mort de son seigneur à la table du Conseil restreint. Mais si, souvenez-vous, celui à qui Criston Cole a fait bouffer la table dans la saison 1. Et enfin, revenons donc à Rhaenyra, qui maintenant tente de faire mumuse avec des épées, même si ce n'est pas pour ça qu'elle saura s'en servir en temps voulu. Mais bien sûr, cela traduit surtout sa frustration et son impatience à défendre elle-même ses intérêts. Chose que d'ailleurs même son fils ne la croit pas capable, renforçant là encore sa colère et son sentiment d'impuissance. Raison pour laquelle, sans doute, à la toute fin, elle s'engage elle-même sur le dos de Syrax, son dragon doré, à la rencontre de Fumée des Mers qui aurait trouvé un nouveau dragonnier. Évidemment, tout le monde pense à ce moment qu'il s'agit d'un membre du camp des Verts, car personne n'imagine que Fumée des Mers aurait choisi de lui-même son nouveau dragonnier. Ce qui annonce bien sûr un début d'épisode 7 qui sera assurément grandiose, avec Rhaenyra sur Syrax confrontant Adam et Fumée des Mers. J'ai hâte. Mais avant de conclure, juste une dernière chose, concernant Rhaenyra et sa nouvelle amie. La série confirme donc à demi-mot une théorie de nombreux fans.
À l'époque, beaucoup pensaient que Rhaenyra et Alicent partageaient une forme de relation sentimentale, et même amoureuse, expliquant pourquoi le mariage de l'une a tant blessé la seconde. Ce qui, là encore, n'est pas du tout une certitude, mais on a tout de même une confirmation de l'ambiguïté sexuelle de Rhaenyra. Ce qui, là encore, n'est pas forcément si significatif, car il est presque normal que dans sa position, elle recherche un peu d'affection, mais clairement pas auprès d'un homme, ni de son propre mari, car elle se démène pour faire accepter son pouvoir de femme. Et ici, bien que j'imagine que ce n'était pas présent dans le livre, et que par conséquent beaucoup vont crier au wokisme, ce qui est peut-être vrai, on le sait, la série est progressiste et répond elle aussi à un cahier des charges, sauf que là, c'est fait avec élégance et intelligence. Comme je le disais, ça a du sens, et même si ce n'est pas dans le livre, c'est sûrement car c'était juste un secret bien gardé. Et en cela, on en revient toujours au même débat entre inclusivité utile et cohérente et wokisme forcé. Car pour moi, c'est bien ça que signifie le mot woke aujourd'hui. Pas simplement l'inclusivité, mais le forçage bien bourrin. Ce qui est presque ironique dans sa définition. Mais une chose à laquelle cette série grandiose a toujours réussi à échapper. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, ainsi les Frey ont rejoint le camp des Noirs, les guerriers du Nord sont en chemin, Daemon a plus de mal que prévu à lever une armée de riverains, même si le destin en la personne d'Alice Rivers semble régler le problème, Fumée des Mers s'est déjà trouvé un nouveau dragonnier et Sir Alfred est en route pour Harrenhal. Donc tout semble sur la bonne voie pour le camp des Noirs, qui rassemble tout de même maladroitement et difficilement ses troupes pour la guerre. Les premiers affrontements se feront contre les Lannister de l'Ouest avant les forces de Criston Cole, et vraiment hâte de les voir se faire pulvériser tous autant qu'ils sont. Mais encore un peu de patience, avec évidemment cet affrontement entre Aemond et Daemon qui nous est déjà teasé pour le final de la saison, qui je l'espère, et j'en suis presque sûr, sera grandiose. Sans oublier les autres futurs dragonniers qui vont faire leur entrée, même si je suis vraiment pas sûr que ça se fasse dans cette saison. Ils doivent notamment encore trouver un moyen de quitter Port-Réal, et surtout avoir l'idée de rejoindre Père Dragon. Mais qui sait, peut-être que la rumeur concernant l'avènement d'Adam va faire son chemin jusqu'à eux.